Il y a des moments dans la vie où tout bascule, où le cœur se déchire et où le monde, si soigneusement construit, s'effondre comme un château de cartes sous une tempête impitoyable. Pour moi, ce fut le jour où, vêtu de ma robe de mariée, j'ai attendu dans une église bondée l'homme que j'aimais, celui qui avait juré de m'aimer pour toujours, mais qui ne s'est jamais présenté. Cet abandon, ce rejet cruel devant tout un village, n'était que le début d'une histoire bien plus vaste, une histoire de trahison, de douleur, mais aussi de résilience. Je m'appelle Anna Marie Johnson, j'ai 82 ans, et je vis dans une petite maison en bois à Millfield, Ohio. Celle-là même que mes parents m'ont laissée, où j'ai élevé seule ma fille adoptive, Émilie. On m'appelle Mamie Anna, la femme aux biscuits frais et aux conseils avisés pour quiconque frappe à ma porte. Mais peu savent que les épreuves et les triomphes qui ont forgé ma longue vie. Avant de plonger dans mon récit, je vous invite à partager d'où vous m'écoutez aujourd'hui. Laissez un commentaire avec votre ville ou votre pays. Et si cette histoire vous touche, donnez un pouce bleu et écrivez « 1 » dans les commentaires. Votre soutien permet à ces histoires de douleur et de rédemption de toucher d'autres cœurs. Maintenant, laissez-moi vous ramener à ce jour fatidique, où tout a commencé. C'était un jour parfait. Un de ces jours où le ciel semble peint par un artiste, d'un bleu éclatant ponctué de quelques nuages légers comme de la barbe à papa. J'avais 21 ans, pleine de rêves et d'espoir, prête à épouser Henry Carter, le plus beau garçon du comté de Lawrence. Nous étions amoureux depuis le lycée, et lorsqu'il est revenu de son service militaire, il m'a demandé en mariage avec une petite bague ornée d'un diamant, un héritage de sa grand-mère. Ce matin-là, je me suis réveillé dans ma chambre d'enfant, entouré de mes 3 demoiselles d'honneur, ma sœur Claire, et mes 2 meilleures amies, Margot et Sophie. Ma mère, Élise, avait passé des semaines à coudre ma robe de mariée, une merveille de satin et de dentelle, ornée de minuscules boutons de perles cousus à la main. Il avait fallu près d'1 heure pour les attacher tous, mais lorsque je me suis regardé dans le miroir, je me suis senti comme une princesse tout droit sortie d'un conte de fées. « Tu es la plus belle mariée que cette ville ait jamais vue », m'a dit ma mère, les larmes aux yeux, en posant le voile de ma grand-mère sur ma tête. Mon père, Paul, se tenait dans l'embrasure de la porte, inhabituellement silencieux, ses yeux brillants d'émotion. Lui qui ne montrait jamais ses sentiments semblait différent ce jour-là, comme s'il pressentait une ombre que je ne pouvais voir. La cérémonie était prévue à midi, à l'église baptiste, où des générations de ma famille s'étaient mariées. Dès 10h30, notre maison modeste était en effervescence. Les voisins apportaient des plats pour la réception qui devait se tenir dans notre jardin, comme c'était la coutume dans notre petite communauté. À Millfield, tout le monde se connaissait, et un mariage était une fête collective, un moment de joie partagée. À 11h15, la vieille Chevrolet de mon père, polie jusqu'à briller, était décorée de rubans blancs pour m'emmener à l'église. Mes demoiselles d'honneur, vêtues de robes bleu pastel, prirent place dans une autre voiture avec ma mère, veillant à ne pas froisser leur tenue. Mon père et moi devions suivre dans quelques minutes. « Tu as encore le temps de changer d'avis, Anna » m'a-t-il dit doucement, alors que nous étions seuls dans le salon. J'ai ri, pensant qu'il plaisantait avec son humour pince sans rire. « Papa, je l'aime » ai-je répondu en ajustant sa cravate. « Je sais, ma chérie, je veux juste que tu sois heureuse. » Il y avait quelque chose dans son regard, une lueur que je n'ai pas su déchiffrer. Plus tard, je me demanderai s'il avait senti ce que je n'avais pas vu venir. Nous sommes arrivés à l'église à 11h45. J'ai vérifié la petite montre épinglée à mon bouquet, un cadeau d'Henry. 15 minutes avant que je ne devienne Madame Carter. L'église était pleine à craquer. Plus de 200 personnes venues assister à notre union. À travers la petite fenêtre de l'antichambre où j'attendais, je pouvais voir les bancs décorés de rubans blancs et de marguerites, mes fleurs préférées. « Quelqu'un a vu Henry ?» ai-je entendu Sophie demander à l'un des placiers. Mon cœur a fait un bond,
Mais j'ai vite chassé l'inquiétude. La veille, Eddie, le témoin d'Henry, avait organisé un petit enterrement de vie de garçon. Ils avaient probablement perdu la notion du temps. Me suis-je dit? À 11h55, le révérend Dubois est venu me voir. Son expression indéchiffrable. « Anna, ma chère, il semble que le marié soit un peu en retard. Rien d'inquiétant. J'en suis sûr. » Mais à 12h10, toujours aucun signe d'Henry ni de ses témoins. Les murmures dans l'église se faisaient plus bruyants. La femme d'Eddie, Louise, est entrée dans l'antichambre. Le visage blême. Eddie n'est pas rentré hier soir après la fête. Mon père arpentait l'extérieur, scrutant la rue à la recherche de la Ford bleue d'Henry. Ma mère tentait de calmer les invités, inventant des excuses sur des problèmes de voiture. À 12h30, le révérend Dubois a suggéré de retarder la cérémonie. « Ces choses arrivent », a-t-il dit gentiment, mais je pouvais lire l'inquiétude dans ses yeux. Ce n'était pas juste un retard de mode. À 13h, la mère d'Henry, Madame Carter, a éclaté en sanglots. Il a dû lui arriver quelque chose. Mon Henry ne ferait jamais ça. Mais à 14h, alors que la chaleur de l'après-midi rendait l'église étouffante, la vérité devenait impossible à ignorer. Les murmures s'étaient transformés en conversations ouvertes. Monsieur Carter, le père d'Henry, était allé vérifier son appartement et avait découvert que certaines de ses affaires manquaient. Louise a appris que leur compte d'épargne commun avait été vidé la veille. Je suis resté figé dans l'antichambre, ma magnifique robe soudainement pesante, comme un costume dans une pièce cruelle. Mes demoiselles d'honneur tentaient de me réconforter, mais leurs paroles ne m'atteignaient pas. Tout ce à quoi je pensais était « Comment a-t-il pu faire ça? Qu'ai-je fait de mal? Y avait-il une autre femme? » C'est alors que l'indignation a commencé à monter, comme une vague brûlante dans ma poitrine. Une nouvelle voix, stridente et venimeuse, a percé la foule. Clara, la sœur d'Henry, une femme aux manières arrogantes et au regard acéré, s'est avancée vers l'antichambre, un sourire narquois aux lèvres. Elle a glissé une note dans ma main, devant tout le monde, et a murmuré assez fort pour que les invités les plus proches entendent. « Tu n'as jamais été à la hauteur, Anna. Henry mérite mieux qu'une fille de ferme comme toi. » La note, écrite de l'écriture soignée d'Henry, était brève et cruelle. « Anna, je suis désolé, mais je ne peux pas t'épouser. Tu mérites quelqu'un de ton niveau. Adieu. » Chaque mot était une lame, taillant dans mon cœur déjà brisé. Les larmes me brûlaient les yeux, mais je refusais de les laisser couler devant elle. Clara, avec son air satisfait, a tourné les talons, laissant les murmures s'amplifier. La foule me regardait, certains avec pitié, d'autres avec une curiosité malsaine. Madame Larson, la voisine la plus bavarde de Millfield, une femme aux lèvres pincées et au regard perçant, a ajouté à l'humiliation en chuchotant à qui voulait l'entendre. Pas étonnant qu'il soit parti. Anna est trop ordinaire pour un garçon comme Henry. Mon père est entré dans l'antichambre, son visage un masque de colère contenue. Anna, ma chérie, il est temps de dire aux gens de rentrer chez eux. En cet instant, quelque chose en moi s'est brisé. L'avenir que j'avais imaginé, une maison près du parc, des enfants, des matins de Noël et des pique-niques d'été, s'est effondré comme un château de sable emporté par une vague. Le révérend Dubois a fait l'annonce. Sa voix grave, « Il semble qu'il n'y aura pas de mariage aujourd'hui. Priez pour Anna et les deux familles en cette période difficile. » Les regards de pitié des invités, alors qu'ils défilaient devant moi, étaient presque pires que l'abandon lui-même. Certains offraient des condoléances maladroites, comme si j'étais à un enterrement. D'autres évitaient de mon regard. Les amis de ma mère ont rapidement démantelé la réception dans notre jardin, rangeant la nourriture qui ne serait pas mangée, démontant les décorations accrochées avec tant de joie quelques heures plus tôt. Ce soir-là, toujours dans ma robe de mariée, incapable d'accepter l'idée de l'enlever et d'admettre que ce jour était réel. Le shérif Martin est venu à notre porte,
La voiture d'Henry avait été retrouvée à la gare routière de Columbus. L'employé se souvenait d'avoir vendu des billets à 2 jeunes hommes partant pour New York la veille au soir. Ils avaient payé en liquide. « Je suis désolé, Anna », a dit le shérif, son chapeau à la main. « On dirait qu'ils ont planifié ça. » Il n'y avait pas de crime à abandonner quelqu'un à l'hôtel, seulement un crime contre un cœur. Cette nuit-là, j'ai pleuré jusqu'à ce qu'il ne reste plus de larmes. Ma mère, assise à mes côtés, caressait mes cheveux comme lorsqu'enfant je m'étais écorché le genou. Mais cette douleur ne pouvait pas être apaisée par un baiser. « Pourquoi, maman? » demandai-je sans cesse à travers mes larmes. « Pourquoi a-t-il fait ça? » Elle n'avait pas de réponse. Personne n'en avait. Les jours suivants furent un brouillard de honte et de douleur. Le téléphone sonnait sans cesse, parfois avec des appels de soutien bien intentionnés, mais souvent avec des curieux avides de ragots. Mon père a débranché la ligne après le 3e jour. Je ne pouvais supporter l'idée de sortir de la maison, sachant que j'étais désormais le sujet de toutes les conversations au diner de Millfield et à la pharmacie locale. Mais le pire était encore à venir. Une semaine après ce mariage avorté, une lettre est arrivée, adressée à moi, avec un cachet de New York. Mes mains tremblaient tellement que j'ai à peine pu l'ouvrir. « Anna », écrivait Henry de son écriture familière. « Au moment où tu liras ceci, je serai déjà loin, commençant une nouvelle vie. Je suis désolé pour la douleur que je t'ai causée, mais je ne pouvais pas me résoudre à une vie étouffée dans cette petite ville. J'espère qu'un jour tu comprendras que c'était mieux pour nous deux. Henry. Pod, avec amour. Pod, tu vas me manquer. Pas même un véritable adieu. Juste une explication égoïste qui n'expliquait rien du tout. Et puis, comme si cela ne suffisait pas, Clara a eu l'audace de venir chez nous, sous prétexte de offrir ses condoléances. Devant ma mère, elle a laissé tomber, avec un sourire perfide. « Anna, tu devrais être reconnaissante. Henry t'a épargné une vie de misère. Il est destiné à de grandes choses, pas à être enchaîné à quelqu'un comme toi. » Sa voix dégoulinait de mépris, et ma mère, rouge de colère, l'a mise à la porte. Mais le mal était fait. Clara avait semé son venin, et la ville entière s'en délectait. Madame Larson, toujours à l'affût, a amplifié les rumeurs, racontant à qui voulait l'entendre que Henry m'avait quitté pour une femme plus sophistiquée, une héritière de New York, selon elle. Chaque mot était un coup de poignard, et ma rage grandissait, mêlée de honte et d'impuissance. Dans un accès de fureur, j'ai pris la lettre d'Henry et l'ai jetée dans l'évier de la cuisine, regardant les flammes dévorer ses mots, tout comme la vérité avait dévoré mon amour pour lui. C'était ma première décision en tant que nouvelle Anna, une femme qui refusait de se laisser détruire. Je ne savais pas alors que 15 années passeraient avant que je ne revoie Henry Carter. Je ne savais pas non plus quelle vérité choquante il apporterait avec lui, ni que le véritable visage de la trahison viendrait de Clara, sa sœur, dont la cruauté dépassait tout ce que j'avais imaginé. Mais ce jour-là, dans la cuisine de ma mère, regardant les dernières braises de la lettre s'éteindre, j'ai fait une promesse à moi-même, cela ne me briserait pas, d'une manière ou d'une autre. Je trouverais la force de continuer. L'été passa dans un brouillard de chagrin, pendant que d'autres jeunes femmes de mon âge profitaient des sorties à la plage ou des soirées au cinéma en plein air. Je restais cloîtré chez mes parents, incapable de supporter les regards apitoyés ou les chuchotements cruels des voisins. Millfield, avec ses 3000 habitants, était devenue étouffante. Chaque coin de rue, chaque vitrine, chaque banc d'église portait les souvenirs d'Henry et de la vie que nous avions rêvé de partager. « Anna, tu ne peux pas te cacher éternellement, » m'a dit ma mère un matin, en ouvrant les rideaux de ma chambre pour laisser entrer un soleil que j'évitais délibérément. Madame Dubois, la directrice de l'école élémentaire, a appelé. Il cherche toujours une secrétaire, et elle a pensé à toi. J'ai fixé le plafond, immobile. J'avais obtenu mon diplôme de secrétariat l'année précédente, mais l'idée de m'asseoir à un bureau où tout le monde pourrait observer
La pauvre Anna, la fiancée abandonnée, était insupportable. Je ne suis pas prête, maman, ai-je murmuré. Elle s'est assise sur le bord de mon lit, son visage sévère mais empreint d'amour. Tu ne seras jamais prête si tu attends de te sentir prête. Parfois, il faut agir d'abord, et la force vient ensuite. 2 jours plus tard, je me suis retrouvé derrière le bureau de l'école élémentaire de Millfield, tapant des formulaires d'inscription et répondant au téléphone avec une gaieté forcée qui ne trompait personne. La première semaine fut un calvaire. Les parents, en inscrivant leurs enfants, me lançaient des regards en coin, leurs expressions passant de la surprise à cette pitié insupportable que je commençais à haïr. Madame Larson, fidèle à sa réputation, venait souvent à l'école sous prétexte de vérifier les dossiers de ses petits-enfants, mais ses questions indiscrètes sur ma triste histoire étaient un rappel constant de mon humiliation. Juste regarde-les dans les yeux. M'a conseillé Madame Dubois, la directrice pragmatique qui m'avait embauché malgré, ou peut-être à cause de, ma notoriété. Les gens oublient leur curiosité quand on leur fait face avec dignité. Lentement, douloureusement. J'ai commencé à établir une nouvelle routine. Je me levais à 6h30, prenais le petit déjeuner avec mes parents, travaillais de 8h à 16h, rentrais pour le dîner, puis passais de longues soirées avec des livres ou la télévision, pendant que ma mère tricotait et que mon père lisait son journal. Ce n'était pas vraiment vivre, mais c'était exister. L'automne arriva, parant les collines de l'Ohio de rouge et d'ors éclatants. Avec lui vinrent des nouvelles qui ravivèrent ma colère. Eddie, le témoin d'Henry et son complice, était revenu à Millfield. Seul, il s'était présenté un soir pluvieux chez ses parents, maigre et hagard, son aventure new-yorkaise visiblement un échec. « Il te cherche », m'a dit Claire après la messe du dimanche. « Il dit qu'il doit te parler d'Henry. » Je n'ai rien à dire à aucun d'eux, ai-je répondu, ma voix plus tranchante que je ne l'avais voulu. Mais Eddie était tenace. Il m'a attendu à la sortie de l'école un après-midi, son visage autrefois séduisant maintenant émacié, ses yeux creux. 5 minutes, Anna, s'il te plaît. Contre mon meilleur jugement, j'ai accepté de lui parler au diner de Millfield, l'endroit le plus public possible. S'il était venu présenter les excuses d'Henry, je voulais des témoins. Il s'est assis en face de moi, remuant son café sans fin. « Il ne reviendra pas », a-t-il dit sans préambule. Henry est marié maintenant. Une fille d'une famille riche. Son père l'a fait entrer à l'école de droit de Columbia. La nouvelle m'a frappé comme un coup physique, bien que je n'aurais pas dû être surprise. Bien sûr, Henry était retombé sur ses pieds. Les hommes comme lui le faisaient toujours. Sa famille a des relations, a continué Eddie. Ils lui préparent un poste dans le cabinet de son oncle quand il aura son diplôme. Il va bien. Et toi, ai-je demandé, surprise par ma propre curiosité. Pourquoi es-tu revenu? Eddie a ri. Un son creux. Il s'avère que je n'étais pas fait pour la grande ville. Ou peut-être que la grande ville n'était pas faite pour moi. J'ai manqué d'argent. Je n'ai pas trouvé de travail décent. Henry. Eh bien, sa nouvelle vie n'avait pas de place pour ses vieux amis de l'Ohio. J'aurais dû me sentir vengé par l'échec d'Eddie, mais tout ce que je ressentais était de la fatigue. Pourquoi me dis-tu tout ça? Parce que je suis désolé. Anna, désolé d'avoir aidé Henry. Désolé pour ce qu'on t'a fait. Sa voix s'est brisée. Et parce qu'Henry voulait que je sache si tu t'en étais remise, si tu avais tourné la page. L'audace de cette demande, la curiosité d'Henry sur mon rétablissement après sa trahison, a rallumé une flamme en moi. Pas l'ancien amour, pas même la haine, mais une détermination farouche qui sommeillait depuis des mois. Dis à Henry, ai-je dit en me levant. qu'Anna Johnson ne passe pas son temps à penser au lâche qui s'enfuit dans la nuit. Dis-lui que je lui souhaite, à lui et à sa nouvelle femme, tout le bonheur qu'il mérite. Je suis sorti du diner la tête haute, sentant quelque chose changer en moi. Ce n'était pas encore la guérison, mais c'était un premier pas. Pourtant, l'indignation ne s'éteignait pas.
Clara, avec son venin, continuait de hanter Millfield, répandant des histoires sur mon incapacité à garder un homme. Des mots qui me brûlaient comme de l'acide à chaque fois qu'ils me parvenaient. Madame Larson, avec sa langue de vipère, ajoutait du carburant à ce feu, racontant à qui voulait l'entendre que j'avais poussé Henry à partir par mon comportement. Chaque rumeur, chaque regard, chaque chuchotement dans mon dos attisait ma rage. Une colère qui me donnait envie de hurler contre l'injustice, contre la cruauté d'un monde qui semblait se délecter de mon malheur. Mais au fond de moi, cette colère devenait une force, un carburant pour prouver qu'ils avaient tous tort. Je ne serais pas la victime brisée qu'ils voulaient me voir. Je serais plus forte, meilleure, et je construirais une vie qui ferait taire leurs murmures. Ce jour-là, dans le diner, j'ai juré que ni Henry, ni Clara, ni Madame Larson ne définiraient qui j'étais. J'allais écrire ma propre histoire, et elle serait bien plus grande que leur mesquine trahison. La douleur d'un cœur brisé peut vous consumer, vous réduire en cendres, mais parfois, c'est dans ces cendres que vous trouvez la force de vous relever. Plus forte, plus déterminée, prête à défier le monde qui a cherché à vous briser. Pour moi, Anna Marie Johnson. Ce fut le moment où j'ai décidé que l'abandon d'Henry Carter ne serait pas la fin de mon histoire, mais le début d'une lutte acharnée pour prouver à Millfield, à Clara, à Madame Larson et à moi-même que je valais infiniment plus que leur jugement cruel. À 82 ans, assise dans ma petite maison en bois, je repense à ces années où chaque pas était un combat, chaque sourire forcé une victoire, chaque larme un carburant pour ma résilience. Ce chapitre de ma vie, marqué par la rage face à l'injustice et l'indignation face à la trahison, m'a mené à Émilie, ma fille adoptive, et à une bataille contre des forces qui voulaient me voir échouer. Si mon histoire vous touche, donnez un pouce bleu et laissez un commentaire avec « Justice pour Anna ». Vos voix amplifient ce récit de douleur transformé en triomphe. Maintenant, laissez-moi vous emmener dans les années qui ont suivi ce jour où j'ai brûlé la lettre d'Henry, où la colère m'a poussé à me reconstruire, et où une nouvelle trahison a failli tout détruire. L'automne avait peint les collines de l'Ohio en rouge et or. Mais pour moi, le monde restait gris, teinté par le chagrin et l'humiliation. Les murmures de Millfield me suivaient comme une ombre. Pauvre Anna, abandonnée à l'autel. Elle n'a jamais été assez bien pour Henry. Les mots de Clara, la sœur d'Henry, et les ragots venimeux de Madame Larson, la voisine indiscrète, me hantaient. Pourtant, les paroles de ma mère résonnaient encore. Fais d'abord, la force viendra après. Alors, malgré la douleur qui me serrait la poitrine, j'ai continué à travailler comme secrétaire à l'école élémentaire de Millfield. Chaque jour était une épreuve. Les parents me lançaient des regards de pitié. Les enfants chuchotaient en me voyant. Et Madame Larson, fidèle à elle-même, passait souvent sous prétexte de vérifier les dossiers de ses petits-enfants. Mais ces questions insidieuses, alors, Anna, toujours pas de nouvelles d'Henry, étaient des coups bas déguisés en politesse. Je serrais les dents, ravalant ma rage, et répondais avec un sourire crispé, déterminé à ne pas leur donner la satisfaction de me voir m'effondrer. Mais la colère bouillonnait en moi, une tempête qui menaçait de tout emporter. Chaque nuit, seul dans ma chambre, je revivais l'humiliation de ce jour à l'église, les mots cruels de Clara, la note d'Henry qui me traitait comme une erreur à oublier. Cette rage m'a sauvé autant qu'elle m'a torturé. Elle m'a poussé à agir, à chercher un sens au-delà de la douleur. Un matin, alors que ma mère ouvrait les rideaux pour laisser entrer un soleil que je refusais de voir, elle m'a parlé d'un programme de formation d'infirmière à l'hôpital d'Athens, à 20 miles de Millfield. Tu as toujours voulu aider les autres. Anna, peut-être que c'est ta voie. L'idée m'a d'abord terrifié. Quitter Millfield, affronter un monde nouveau, me tenir sous le regard d'étrangers qui pourraient connaître mon histoire. Mais la perspective de rester prisonnière de cette petite ville, étouffée par les ragots, était pire. D'accord, ai-je dit,
ma voix tremblante mais résolue. Je vais essayer. L'école d'infirmière fut un défi d'une ampleur que je n'avais jamais imaginée. Le corps humain, avec ses systèmes complexes et sa fragilité, est devenu mon refuge. Étudier les os, les muscles, les battements du cœur me donnaient un but, un moyen de canaliser ma colère en quelque chose de constructif. Il n'y avait pas de place pour l'auto-apitoiement quand il s'agissait d'apprendre à panser des plaies, à administrer des médicaments ou à réconforter un patient mourant. Pour la première fois depuis l'abandon d'Henry, il y avait des jours où je ne pensais pas à lui, où ma douleur s'effaçait derrière le travail acharné. Mes parents, bien que surpris, personne dans notre famille n'avait jamais poursuivi une carrière médicale, m'ont soutenu. « Je suis fier de toi, Anna », m'a dit mon père un soir. Ces mots rares mais lourds de sens. Venant de lui, un homme de peu de paroles, cela valait tout l'or du monde. Après 2 ans de formation, j'ai obtenu un poste à l'hôpital d'Athens, dans le service de maternité. L'ironie ne m'échappait pas, moi, la fiancée abandonnée. J'aidais maintenant à accueillir de nouvelles vies. Mais il y avait une forme de guérison dans cela. Chaque bébé, chaque famille naissante, réparait quelque chose en moi. J'ai emménagé dans un petit appartement près de l'hôpital, fier de mon indépendance. Ma mère s'inquiétait de me voir vivre seule. « Une jeune femme a besoin de protection », disait-elle. Mais j'ai trouvé une force dans la solitude, une armure forgée dans la douleur et la détermination. Mes journées étaient longues, souvent épuisantes, mais elles avaient un sens que je n'avais jamais anticipé. J'ai commencé à me voir non plus comme la pauvre Anna, mais comme Anna Johnson, infirmière, une femme qui faisait une différence, même petite, dans la vie des autres. Le monde au-delà de Millfield changeait rapidement. Les nouvelles du soir montraient des images de la guerre du Vietnam, des manifestations, des révolutions culturelles qui semblaient appartenir à un autre univers que mes journées structurées de rondes et de dossiers médicaux. Pourtant, même notre petit coin de l'Ohio n'était pas à l'abri des bouleversements. Un jour, l'hôpital a reçu ses premiers blessés du Vietnam, des garçons du coin ramenés avec des blessures trop graves pour les hôpitaux militaires. Leurs corps brisés et leurs regards hantés m'ont profondément touché. Je me suis porté volontaire pour des gardes supplémentaires dans le service des vétérans, attiré par leur souffrance d'une manière que je ne pouvais expliquer. « Tu es doué avec eux », m'a dit un soir le Dr. Samuel Reed, un collègue plus âgé, divorcé, dévoué à son travail au point d'exclure presque tout le reste. Ils te font confiance. J'ai haussé les épaules, mais ces mots m'ont marqué. Peut-être comprenais-je, à ma manière, ce que c'était de perdre l'avenir que l'on avait imaginé. Samuel est devenu un ami durant ses longues nuits à l'hôpital. Nous partagions des cafés pendant les pauses, parfois un repas après nos gardes. Il ne poussait jamais pour plus. Respectant les murs que j'avais érigés autour de moi, « Tu penses à ce qui vient ensuite, Anna ?» m'a-t-il demandé une nuit, alors que nous regardions un orage depuis la cafétéria de l'hôpital. J'ai réfléchi sérieusement à sa question. Je pense que c'est ça. L'après, ce travail, ces patients, c'est plus que ce que j'imaginais avoir il y a quelques années. Mais le destin avait d'autres plans. Et une tragédie allait bientôt bouleverser ma vie, me poussant à affronter une nouvelle vague d'indignation et de combat. Un printemps, une inondation soudaine a frappé Millfield. Un bus scolaire ramenant des enfants d'une sortie scolaire a dérapé dans le ruisseau Hooper, emporté par les eaux déchaînées. L'hôpital s'est mobilisé. Chaque membre du personnel réquisitionné alors que les ambulances arrivaient avec des enfants blessés et leurs accompagnateurs. J'ai travaillé 36 heures d'affilée, passant d'un patient à l'autre dans un brouillard d'épuisement et de détermination. Parmi les blessés les plus graves se trouvait Émilie Martin, une fillette de 10 ans aux cheveux noirs, orpheline depuis l'année précédente, élevée par sa grand-mère âgée. L'accident lui avait laissé une jambe cassée, des blessures internes, et une nouvelle tragédie, sa grand-mère, apprenant la nouvelle, avait succombé à une crise cardiaque. Émilie était seule au monde. Son cas m'a touché au plus profond de moi. Pendant mes pauses,
Je m'asseyais à son chevet, lui lisant des histoires, démêlant ses cheveux emmêlés. Quand elle m'a demandé, d'une voix frêle, « Qu'est-ce qui va m'arriver maintenant? » Je n'avais pas de réponse. « L'État trouvera une bonne maison pour elle, » m'a assuré l'assistante sociale, une femme nommée Madame Berger, avec un ton détaché. Mais avec ses blessures et son âge, ça pourrait prendre du temps, probablement un foyer d'accueil pour commencer. L'idée que cet enfant fragile, déjà si abîmé par la vie, soit jeté dans le système des foyers d'accueil m'a révolté. Sans réfléchir, j'ai entendu ma voix dire « Et si je la prenais? » Juste le temps qu'elle se rétablisse. Ce n'était ni simple ni rapide. En tant que femme célibataire dans une petite ville de l'Ohio, ma capacité à devenir même une tutrice temporaire était remise en question. Mush Grayson, un membre du conseil municipal, un homme au visage sévère et aux manières arrogantes, a présidé les audiences sur ma demande. Vous avez subi un traumatisme important, Mademoiselle Johnson, a-t-il déclaré lors d'une réunion, son ton dégoulinant de condescendance. Comment pouvez-vous prétendre être apte à élever une enfant, surtout une enfant aussi fragile? Ces mots ont ravivé ma colère. Une flamme qui brûlait plus fort à chaque obstacle. Mais ce n'était rien comparé à la trahison qui allait suivre. Un jour, alors que je rassemblais les documents pour l'adoption, Madame Berger m'a convoqué d'urgence. « Anna, nous avons reçu une plainte anonyme. Quelqu'un affirme que vous êtes instable, obsédé par votre passé, incapable de vous concentrer sur autre chose que votre abandon. » Mon sang s'est glacé. « Qui a dit ça? » ai-je exigé, bien que je soupçonnais déjà la réponse. « La plainte est confidentielle, » a-t-elle répondu. Mais son regard fuyant en disait long. Quelques jours plus tard, une connaissance de l'hôpital, Lila, une infirmière et amie fidèle, m'a révélé la vérité. C'est Clara Carter. Elle raconte à tout le monde que tu es mentalement fragile, que tu passes tes nuits à pleurer sur Henry, que tu ne peux pas être une bonne mère. Elle a même écrit une lettre au conseil, prétendant avoir des preuves. La rage m'a submergé, une fureur si intense que j'en tremblais. Clara, cette vipère, ne s'était pas contentée de m'humilier le jour de mon mariage. Elle continuait, des années plus tard, à vouloir me détruire, à m'arracher Émilie, la seule lumière dans ma vie brisée. Pourquoi? Par pure méchanceté, par jalousie. Je n'avais pas de réponse, mais je savais une chose, je ne la laisserais pas gagner. J'ai confronté Clara lors d'une fête communale, où elle paradait avec son air suffisant, entourée de ses admirateurs. « Pourquoi fais-tu ça? » ai-je sifflé, ma voix tremblante de colère. « Pourquoi t'acharnes-tu sur moi? » Elle m'a regardé avec un sourire glacial. « Tu crois que tu mérites Émilie? Tu es une épave, Anna. Une femme brisée ne devrait pas élever une enfant. » Ces mots étaient un poison, et la foule autour de nous s'est tue, avide de scandale. Madame Larson, bien sûr, était là, buvant chaque mot, prête à alimenter les ragots. « Tu es pathétique, » ai-je rétorqué, ma voix montant malgré moi. « Tu te nourris de la douleur des autres parce que tu n'as rien d'autre. Mais je ne te laisserai pas toucher à Émilie. » J'ai tourné les talons, le cœur battant, consciente que toute Millfield parlerait de cet échange avant le coucher du soleil, avec le soutien de Samuel, qui m'a aidé à naviguer les complexités légales, et de Lila, qui a témoigné de ma stabilité et de mon dévouement. J'ai lutté pour Émilie. Chaque audience était un champ de bataille. Chaque question de Monsieur Grayson une nouvelle insulte. « Êtes-vous sûr de ne pas projeter votre propre douleur sur cet enfant? » demandait-il. Son ton insinuant que j'étais une cause perdue. Mais ma rage, cette flamme qui brûlait depuis le jour de mon abandon, m'a porté. J'ai déménagé dans une petite maison près de l'école élémentaire, un endroit où Émilie pourrait guérir et grandir. Sa récupération était lente, marquée par des cauchemars et des douleurs fantômes dans sa jambe blessée. Mais nous avons construit une routine, fragile mais précieuse. « Combien de temps vais-je rester avec toi? » m'a-t-elle demandé un soir.
alors que je l'aidais avec ses devoirs. Aussi longtemps que tu en auras besoin. Ai-je répondu, cachant l'espoir grandissant que ce temporaire devienne permanent. Le processus d'adoption a pris près de 2 ans. Un labyrinthe d'inspection, d'audience et de jugement sur ma capacité à être mère. Madame Berger, initialement sceptique, a fini par reconnaître ma détermination. Vous avez une force rare, Anna, m'a-t-elle dit lors de la dernière audience. Vous comprenez le traumatisme, et vous savez qu'il y a une vie après. En mai, l'adoption fut finalisée. Emily Martin est devenue Emily Johnson, légalement ma fille, bien qu'elle ait conquis mon cœur bien avant. La salle d'audience était remplie de soutien mes parents vieillissants. Samuel, Lila, même Madame Dubois de l'école. Bien joué, Anna, m'a chuchoté Samuel alors que nous célébrions dans ma maison. Tu as créé quelque chose de magnifique à partir de la douleur. Émilie a transformé ma vie. À travers elle, j'ai tissé des liens avec d'autres parents, rejoint l'association des parents d'élèves, organisé des soirées pyjama qui remplissaient ma maison silencieuse de rire. Les chuchotements sur « la pauvre Anna » s'estompaient, remplacés par « la mère d'Émilie » ou « l'infirmière Johnson ». J'ai continué à travailler à l'hôpital, devenant infirmière en chef du service de maternité. Ma relation avec Samuel s'est approfondie en une amitié solide, parfois teintée d'autres choses. Mais nous respections tous deux les limites que j'avais établies. J'ai aussi lancé un programme de soutien pour les jeunes, inspiré par Émilie, pour aider les enfants confrontés à la perte ou au traumatisme. Chaque pas était une victoire. Chaque projet une gifle à ceux qui avaient voulu me voir échouer. Mais alors que je pensais avoir trouvé la paix, des rumeurs ont commencé à circuler. Henry Carter était de retour à Millfield. Les murmures, attisés par Clara et Madame Larson, reprenaient de plus belle. Il est là pour se moquer d'elle, disait-on. Il veut voir à quel point elle a sombré. Ma colère, que je croyais apaisée, s'est réveillée, plus vive que jamais. Pourquoi revenait-il? Pour rouvrir mes blessures, pour se vanter de sa vie parfaite à New York, et Clara, avec sa langue de vipère, continuait de semer le chaos, répandant des mensonges sur mon instabilité, essayant de salir tout ce que j'avais construit. J'étais furieuse, non seulement contre Henry, mais contre ce monde qui semblait déterminé à me voir tomber. Pourtant, au fond de moi, je savais que j'avais survécu à pire. Et si Henry voulait rouvrir le passé, il trouverait une Anna bien différente de celle qu'il avait laissée en pleurs à l'église. J'étais prête à affronter la vérité, quelle qu'elle soit, et à protéger la vie que j'avais bâtie avec tant de peine. Il y a des vérités qui vous frappent comme un éclair, brisant tout ce que vous pensiez savoir, rallumant une rage que vous croyiez éteinte. Pour moi, Anna Marie Johnson, ce fut le jour où Henry Carter, l'homme qui m'avait abandonné à l'hôtel, est réapparu après 15 ans, apportant avec lui une révélation qui a fait voler en éclats le récit de ma vie. À 82 ans, assise dans ma maison en bois à Millfield, Ohio, je repense à ce moment où la colère, la douleur et l'indignation m'ont poussé à affronter non seulement Henry, mais aussi sa sœur Clara, dont la cruauté avait empoisonné ma vie pendant des années. Ce chapitre est celui de la vérité, d'une confrontation explosive et d'une rédemption arrachée au prix d'une lutte acharnée. Si mon histoire vous touche, donnez un pouce bleu et laissez un commentaire avec « Justice pour Anna ». Votre soutien fait résonner ce cri de résilience. Maintenant, laissez-moi vous emmener dans cette tempête où j'ai dû choisir entre la haine et le pardon, et où j'ai transformé ma douleur en un héritage durable. Un après-midi pluvieux, alors que je rentrais d'une garde à l'hôpital d'Athens, trempé et épuisé. Je l'ai vu, assis sur les marches de mon Porsche, Henry Carter, pluvieux, les tempes grisonnantes, mais toujours reconnaissable, vêtu d'un costume coûteux qui semblait déplacé sous la pluie de Millfield. Mon cœur s'est arrêté, puis une vague de fureur m'a submergé. 15 ans. 15 ans depuis qu'il m'avait laissé, humilié,
devant une église bondée, tandis que sa sœur Clara se moquait de moi et que Madame Larson répandait ses ragots venimeux. J'ai serré les poings, luttant contre l'envie de lui hurler de partir. « Bonjour, Anna », a-t-il dit, se levant lentement, comme si chaque mouvement lui coûtait. Sa voix, plus grave, portait un accent raffiné de New York, loin du garçon de l'Ohio que j'avais aimé. « Tu es sur ma propriété », ai-je répondu froidement, passant devant lui pour ouvrir la porte. Je ne l'ai pas fermée derrière moi. Un réflexe de politesse que je maudissais intérieurement. Il m'a suivi dans le salon, ses yeux balayant les meubles modestes, les photos d'Émilie, de son enfance à son diplôme, et une image récente de nous deux riant près du sapin de Noël. « Ta fille » a-t-il demandé, désignant les photos. « Oui » ai-je répondu, sans m'étendre. Il n'avait aucun droit à l'histoire d'Émilie. Je suis allé à la cuisine, remplissant la cafetière avec des gestes mécaniques, cherchant à calmer la tempête qui rugissait en moi. « Tu as l'air en forme. » A-t-il tenté? J'ai ri, un son sec et sans joie. « Qu'est-ce que tu fais ici, Henry? Tu n'as pas fait tout ce chemin pour commenter mon apparence. » Il a pris la tasse de café que je lui tendais, mais ne l'a pas bu, la tenant comme pour s'y accrocher. « Ma femme est morte, » a-t-il lâché abruptement. « Cancer. Il y a 3 mois. » « Je suis désolé pour ta perte, » ai-je répondu automatiquement. Les mots d'une infirmière habituée à consoler. Mais intérieurement, ma colère bouillonnait. Était-il venu chercher ma pitié? Nous avions un bon mariage. A-t-il continué? 15 ans, pas d'enfant. Elle était bonne, meilleure que je ne le méritais. Il a marqué une pause, puis m'a regardé dans les yeux. Elle m'a fait promettre, sur son lit de mort, de réparer les choses avec toi. J'ai ricané, amer. Il n'y a rien à réparer, Henry. Ce qui est fait est fait. Nous avons construit des vies différentes. Mais sa voix s'est adoucie, presque un murmure. Ce n'est pas tout à fait vrai. Anna, je n'ai pas été honnête sur les raisons de mon départ. Une partie de moi voulait l'arrêter, préserver le récit que j'avais construit Henry, le lâche séduit par les lumières de New York. Mais l'infirmière en moi, la mère d'Émilie, savait que j'avais besoin d'entendre la vérité, aussi douloureuse soit-elle. « Vas-y, » ai-je dit, la gorge nouée. Il a sorti une enveloppe usée de son attaché-case. 2 jours avant notre mariage, ceci est arrivé à mon appartement, livré par un homme que je n'avais jamais vu. Il travaillait pour M. Thornton. Le nom m'a frappé comme un coup de poing. M. Thornton, le propriétaire du moulin à textile, un homme riche et impitoyable qui employait la moitié de Millfield, y compris mon père. Mes doigts tremblants ont ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, des photos en noir et blanc, granuleuses mais claires, montraient une jeune femme dans des positions compromettantes avec un homme plus âgé. Le visage de la femme était celui de ma mère. Des documents accompagnaient les images des registres financiers accusant mon père d'avoir détourné des fonds du moulin pendant des années. « Il y en avait d'autres, » a dit Henry, sa voix basse. « Thornton m'a fait comprendre que si je t'épousais, tout serait rendu public. Ton père irait en prison. La réputation de ta mère serait détruite. » Ma tête tournait. Mon père, honnête au point de vérifier chaque centime à l'épicerie. Un voleur. Ma mère, pieuse, qui trouvait la danse trop audacieuse, impliquée avec Thornton. C'était absurde, impossible. C'est un mensonge, ai-je sifflé, repoussant l'enveloppe. Une fabrication cruelle. Henry a secoué la tête. J'ai pensé la même chose. J'ai confronté Thornton le lendemain, menacé d'aller à la police. Il a ri. Anna. Il m'a dit qu'il possédait la moitié du commissariat. Puis il m'a montré d'autres preuves dates, montant, numéro de compte, les signatures de tes parents. Tout semblait réel. Il a marqué une pause, sa mâchoire crispée. Thornton voulait mes terres, celles de mon grand-père, pour agrandir son moulin. J'étais un obstacle. Il m'a donné un ultimatum te quitter et lui vendre les terres,
ou regarder ta famille être détruite. Les pièces du puzzle s'assemblaient. La retraite soudaine de mon père peu après le mariage avorté. Le retrait de ma mère des activités de l'Église. Leur déménagement en Arizona sous prétexte de sa santé. « Tu aurais pu me le dire », ai-je crié, la colère explosant. On aurait pu affronter ça ensemble. Thornton était clair, a-t-il répondu, sa voix brisée. Si je te prévenais, il publierait tout immédiatement. J'avais moins de 48 heures pour décider. Il a baissé les yeux. J'ai pensé que t'épargner le scandale, protéger ton avenir, était la meilleure chose à faire. La rage m'a submergé. Une fureur si intense que j'en tremblais. 15 ans de douleur, de reconstruction, de nuits à me demander ce qui n'allait pas chez moi. Tout cela parce qu'un homme puissant avait manipulé Henry par cupidité. Et la lettre, ai-je sifflé. Ce tissu d'absurdité sur ne pas vouloir être coincé dans une petite ville. L'idée de Thornton, a-t-il admis? Il disait que ça t'aiderait à me haïr, à tourner la page. Mais ce n'était pas fini. Henry a sorti une autre enveloppe, plus récente. Après la mort de Thornton, il y a 6 semaines, j'ai fouillé ses dossiers, les photos de ta mère truquées, des modèles professionnels retouchés pour lui ressembler, les documents financiers. Des faux, habilement faits. Tes parents étaient innocents. Thornton a tout fabriqué pour me manipuler. J'ai vacillé, m'effondrant sur le canapé. Tout ce que j'avais cru, la douleur qui m'avait défini, reposait sur un mensonge. Sors d'ici, ai-je murmuré, puis crié, ma voix déchirant ma gorge. 15 ans. Henry, 15 ans à croire que je n'étais pas assez bien, que tu m'avais trouvé si indigne que tu ne pouvais même pas me dire adieu en face. Il s'est levé, rassemblant son attaché-case, les mains tremblantes. Je reste au Millfield Inn 1 semaine, si tu veux parler. À la porte, il s'est retourné. Je te laisse les enveloppes. Tu mérites la vérité. Quand la porte s'est fermée, je me suis effondré, l'esprit en ébullition. La fondation de ma vie adulte, cet abandon, était à la fois réel dans son impact et fausse dans ses raisons. Si Henry avait cru me protéger, qu'est-ce que cela signifiait pour la femme que j'étais devenue Emily et rentrée peu après? Sa voix m'arrachant à mes pensées. Maman, pourquoi y a-t-il un homme qui pleure dans sa voiture devant chez nous? J'ai essuyé mes larmes, tentant un sourire. C'est une longue histoire, ma chérie. Cette nuit-là, après qu'Emily s'est couchée, j'ai fixé les enveloppes, les preuves fabriquées, les mensonges de Thornton, la vérité de mon innocence. Dans un accès de rage, j'ai jeté le tout dans la cheminée, regardant les flammes consumer les mensonges qui avaient façonné 15 ans de ma vie. La vérité était plus complexe que je ne l'avais imaginé. Henry n'avait pas fui par lâcheté, mais par peur. Mes parents n'étaient pas les pécheurs que Thornton avait dépeints. Et moi, j'avais bâti une vie sur une douleur à la fois réelle et fausse. Le lendemain, j'ai décidé d'aller au Millfield Inn. Pas pour pardonner, je n'étais pas sûr que ce soit possible, mais pour comprendre. Henry était dans le salon de thé de l'hôtel, l'air épuisé, ses yeux cernés. « Je ne m'attendais pas à te voir si tôt », a-t-il admis. « Je veux tout entendre, depuis le début. » Ai-je dit, m'asseyant face à lui. Pendant 2 heures, sous le soleil printanier, il m'a raconté les menaces de Thornton, non seulement contre ma famille, mais contre moi, il jurait de ruiner ma carrière, de m'empêcher d'entrer dans une école d'infirmière. J'avais 23 ans, terrifié, a-t-il dit. J'ai cru que partir était noble, que je te protégeais. Il a parlé de sa vie à New York, de son mariage avec Judith, une femme bonne qui l'avait aidé à surmonter ses cauchemars. De sa promesse de me dire la vérité, elle disait que personne ne devrait vivre en pensant qu'il n'était pas assez. Ces mots m'ont touché, mais la colère restait là, brûlante. Puis, une autre révélation m'a fait bouillir de rage. Thornton n'a pas agi seul, a dit Henry, hésitant. Clara était impliquée. Il l'a payé pour répandre des rumeurs sur toi, pour s'assurer que tu sois brisé, que tu ne te relèves pas. Elle a continué, même après mon départ.
par jalousie, par méchanceté. J'ai senti le sol se dérober. Clara, cette vipère, n'avait pas seulement ri de mon humiliation à l'église, elle avait orchestré une campagne pour me détruire, sabotant même mon adoption d'Émilie avec ses mensonges. La fureur m'a envahi. Une indignation si pure que j'ai cru que mon cœur allait exploser. Elle avait empoisonné ma vie, non pas une fois, mais pendant des années, par pure malveillance. J'ai décidé de transformer ma colère en action. Henry avait une idée: utiliser ses terres, celles que Thornton avait convoitées, pour construire un centre de retraite pour les vétérans et les jeunes en difficulté. Le centre Johnson Carter, a-t-il proposé, un nom qui reconnaissait notre passé commun. J'ai accepté, non pour lui, mais pour Millfield, pour Émilie, pour moi. Nous avons travaillé ensemble, naviguant les obstacles bureaucratiques, concevant des programmes pour aider ceux que la vie avait brisés. Mais Clara, fidèle à sa nature, n'avait pas fini. Elle a tenté de saboter le projet, répandant des rumeurs selon lesquelles Henry était revenu pour escroquer la ville, et que j'étais une folle incapable de gérer un tel projet. Madame Larson, comme toujours, amplifiait ses mensonges, murmurant à l'épicerie que Anna se ridiculise encore avec Henry. Le jour de l'inauguration du centre, prévu le même jour que notre mariage avorté, était lumineux et clair. Un écho cruel de cette journée d'autrefois. Émilie, resplendissante dans une robe bleue rappelant celle de mes demoiselles d'honneur, jouait les hôtesses, charmant les donateurs. Samuel, mon ami fidèle, était là, soutenant ce nouveau chapitre sans une once de jalousie. Mais Clara avait prévu son coup final, alors que la foule se rassemblait pour le discours d'ouverture. Elle a fait irruption, un mégaphone à la main, hurlant que le centre était une fraude, que Henry était un menteur et que j'étais une femme instable qui ne méritait pas la confiance de Millfield. La foule s'est tue, choquée. Madame Larson, à ses côtés, hochait la tête avec un sourire satisfait. Ma rage a explosé, une fureur incandescente. Je me suis avancé, arrachant le mégaphone de ses mains. « Assez, Clara !» ai-je crié, ma voix résonnant dans le silence. Tu as empoisonné ma vie pendant 15 ans avec tes mensonges. Tu as travaillé avec Thornton pour détruire ma famille. Tu as essayé de m'arracher Émilie. Et maintenant tu oses salir ce projet. J'ai brandi les documents que Henry m'avait donnés. Des copies des preuves de ses paiements par Thornton. Voici la vérité. Clara a vendu son âme pour de l'argent et de la jalousie. La foule a murmuré. Choquée. Clara, le visage blême, a tenté de nier, mais les preuves étaient accablantes. Elle a fui sous les regards méprisants. Sa réputation en lambeaux. Henry a pris la parole ensuite. Sa voix tremblante mais forte. Il y a 16 ans, j'ai fait la plus grande erreur de ma vie, manipulé par Thornton et Clara. Mais Anna a transformé cette douleur en quelque chose d'extraordinaire. Ce centre, et la femme qu'elle est devenue, sont la preuve que les moments les plus sombres peuvent mener à la lumière. Il a levé son verre. À Anna Johnson, dont la force et le pardon ont rendu cette soirée possible. Les applaudissements ont éclaté, et nos regards se sont croisés. En cet instant, j'ai compris le vrai sens du pardon, non pas effacer le passé, mais canaliser la douleur en un but. Clara était vaincue, sa cruauté exposée. Le centre Johnson Carter a ouvert le lendemain, accueillant ses premiers vétérans, un symbole de guérison. Les années suivantes, Henry et moi avons bâti une amitié, puis quelque chose de plus, un amour mûr, forgé dans l'épreuve. Émilie a obtenu son diplôme, est devenue enseignante, m'a donné 3 petits-enfants qui connaissent l'histoire de leur grand-mère et du centre né de ses cendres, à 82 ans. Je peux dire ceci, ce n'est pas l'absence de douleur qui définit une vie, mais ce que vous en faites, pas les torts subis, mais la manière dont vous les transformez, pas les cœurs brisés, mais ceux qui, en se brisant, grandissent plus fort. Si mon histoire vous a touché, montrez votre soutien avec un pouce bleu et un commentaire « Justice pour Anna ». Partagez vos pensées
Avez-vous déjà dû pardonner une trahison profonde? Qu'est-ce qui vous a aidé? Jusqu'à la prochaine fois. Voici Mamie Anna, vous envoyant amour et sagesse de mon cœur au vôtre. L'histoire d'Anna Marie Johnson, marquée par la trahison, l'humiliation et une résilience extraordinaire, est une ode à la capacité humaine de transformer la douleur en force, en tant que Français, où l'émotion, la dignité et la quête de sens sont des piliers culturels. Cette histoire résonne profondément. Elle incarne des valeurs chères à notre cœur, l'honneur face à l'adversité, la persévérance face à l'injustice et la générosité dans le pardon. À travers les épreuves d'Anna, nous pouvons tirer des leçons universelles, applicables à nos propres vies, qui nous incitent à réfléchir sur notre manière de surmonter les blessures et de construire un avenir meilleur. Le récit d'Anna est une tempête émotionnelle qui nous plonge dans une indignation brûlante face à l'injustice. Lorsqu'elle est abandonnée à l'autel, humiliée devant toute Millfield, on ressent une colère viscérale contre Henry, Clara et les murmures cruels de la communauté. Cette douleur est universelle qui n'a jamais ressenti le poids d'un rejet, d'une trahison ou d'un jugement injuste. En France, où l'honneur et la fierté personnelle sont valorisés, l'humiliation publique d'Anna évoque une blessure profonde, presque insupportable. Pourtant, ce qui frappe le plus, c'est sa capacité à transformer cette douleur en carburant. Sa rage, loin de la consumer, devient une force motrice qui la pousse à devenir infirmière, à adopter Émilie et à bâtir un centre communautaire. Cette résilience reflète une valeur française, la dignité dans l'adversité. Comme l'a écrit Albert Camus, « Dans le tumulte, je me sens vivre. » Anna vit, non pas malgré sa douleur, mais à travers elle. La révélation des manipulations de Thornton et de Clara intensifie notre indignation. Clara, en particulier, incarne une cruauté calculée qui choque. Sa jalousie mesquine et ses mensonges, visant à détruire Anna même des années après l'abandon, rappellent les drames de Molière, où la perfidie humaine est exposée sans phare. Cette trahison continue, surtout lorsqu'elle tente de saboter l'adoption d'Émilie, suscite une colère qui transcende les frontières culturelles. En France, où la famille est sacrée, l'idée qu'une enfant vulnérable soit menacée par de telles machinations est insupportable. Pourtant, Anna ne se laisse pas définir par cette haine. Elle canalise sa colère dans des actions positives, un trait que nous admirons dans notre culture, où l'élégance morale consiste à répondre au mal par le bien. Le moment culminant, lorsque Anna confronte Clara lors de l'inauguration du centre, est cathartique. Cette explosion publique, où Anna expose la vérité avec une ferveur indignée, évoque les grandes scènes de justice dans la littérature française, comme celle de Victor Hugo. C'est un triomphe non seulement pour Anna, mais pour tous ceux qui ont été injustement blessés. Son choix final de pardonner à Henry, non pour lui, mais pour se libérer, reflète une sagesse que les Français chérissent le pardon comme acte de souveraineté personnelle, un moyen de reprendre le contrôle de son destin, transformer la douleur en action. Anna nous enseigne que la douleur, bien que dévastatrice, peut être un moteur de changement. Plutôt que de s'effondrer, elle a utilisé sa colère pour devenir infirmière et mère. Dans nos vies, face à une perte ou une trahison, nous pouvons chercher un but, un projet, une passion, une cause, qui donne un sens à nos blessures, comme le dit un proverbe français. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Trouver une action constructive, comme s'engager dans une association ou apprendre une nouvelle compétence, est une manière de reprendre le pouvoir. Affronter l'injustice avec dignité. La manière dont Anna fait face au ragot de Madame Larson et à la malveillance de Clara montre l'importance de garder la tête haute. En France, où l'élégance morale est une vertu, cela nous rappelle de répondre aux attaques avec assurance et vérité, sans descendre au niveau de ceux qui nous blessent, face à une critique injuste au travail ou dans nos cercles sociaux. Nous pouvons choisir de prouver notre valeur par nos actes, comme Anna l'a fait en construisant le centre. Le pardon comme libération.
Anna pardonne à Henry, non pour excuser son abandon, mais pour se libérer de la douleur. Cette leçon est cruciale dans une culture française qui valorise l'introspection et la paix intérieure. Garder rancune peut nous enchaîner au passé. Pardonner, même à ceux qui nous ont profondément blessés, est un acte de courage qui nous permet d'avancer. Cela ne signifie pas oublier, mais choisir de ne plus porter le fardeau de la haine. Construire une communauté. Le Centre Johnson Carter, né des cendres de la douleur d'Anna, montre que nos épreuves peuvent bénéficier aux autres. En France, où la solidarité est une valeur forte, nous pouvons appliquer cette leçon en nous engageant dans nos communautés, en aidant un voisin, en soutenant une cause locale ou en partageant nos expériences pour inspirer les autres.